Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel apéro. Bah oui. Comment ça va Simon? Oui, on est vendredi, on est tous les deux sur le canapé, mais ceci n'est pas un petit épisode du Week Pass. Ouais, je suis perturbé là, je vois pas de rose sur l'écran, ça me fait un petit peu Il a bizarre. disparu. Ouais. Il a disparu. Ouais, aujourd'hui team un petit peu particulière pour un apéro, tout simplement parce qu'on a un énorme week-end de playoff qui arrive, on espère que vous êtes prêts. Et deux personnes qui ont un énorme week-end, Sébastien et Alex, vous le savez sans doute. Mais dès demain, ils seront à Bordeaux pour voir Thunder Suns ainsi que Détroit, Orlando. Et il me semble qu'il reste... ils ont remis quelques places là hier, il me Ouais, j'ai semble. vu ça passer, ouais. Je sais pas si c'est déjà à nouveau sold out, mais les Bordelais peut-être aller jeter un œil. Et dimanche, dans la foulée, ils seront bien sûr au Grand Rex avec un magnifique Spurs Blazers. Ouais. Victor Wembanyama qui sera peut-être présent finalement. On voit qu'il est déjà questionable pour le match de ce soir. Donc n'hésitez pas à regarder le match si vous avez la chance de le faire. Et il y aura un autre 3, match. Pardon, Robin, pour le match le premier à Portland et dimanche soir c'est le deuxième à Portland, le match 4. Exactement, et il y aura aussi un Cavs Raptors dont on va reparler dans cette vidéo. Qui en fait, puisque on va pas faire semblant, on connaît le résultat du match 3. Oui, qui est beaucoup plus alléchant qu'on aurait pu le prévoir, le Cavs Raptors. On va pas commencer par là ce débrief du jour, cette espèce de, nous on appelle ça un peu des piscines. Ouais. Parce qu'on a décidé quand même de tourner un peu au pied levé. Moi j'ai fait une partie de la nuit et j'avoue que j'ai sombré au moment un peu de la fin des matchs de l'Est. J'ai récupéré tout ça ce matin et quand même avec Robin on s'est dit là c'était 3 matchs 3. Il y a de quoi dire clairement. Qui a clairement, normalement on voulait attendre, vous savez le fameux 2 matchs joués, on voulait attendre les matchs 4 et tout, mais on s'est dit non allez vas-y, il y a trop de choses. Et puis le vendredi on est à l'aise dans ce canapé. Ouais, c'est notre horaire en fait. Exactement. On est venu un peu par automatisme. On s'est dit, mais non, mince, il n'y a plus de Week Pass. Heureusement, il y avait des matchs de playoff cette nuit. On a trouvé de quoi discuter. Je te propose de faire ça dans l'ordre chronologique. Ouais, on y va directement. Ouais, allez. Tu voulais non, mais on espère que tout le monde va bien. Je sais pas, t'avais des messages à faire passer? Non, ça me va parfaitement. Je te lance. Allons-y. C'est le premier match de la nuit. C'était le Knicks Hawks. Alors vous le voyez déjà dans le score, très serré, encore une nouvelle défaite d'1 point des New York Knicks, mais ce match n'a ressemblé en rien avec le match 2, Simon. Non, effectivement, quand tu dis encore... c'est vrai que j'y avais même pas pensé, mais encore une défaite d'1 point. Je cherchais juste le score exact, c'est 106-107, oui, c'est pas le même. J'étais en train de me demander, et là c'est 109-100 Voilà, pardon. Grande différence. Par contre, la philosophie du match c'est pas le même. Bon, on peut commencer par là. Atlanta à la maison, je trouve globalement, même s'ils se font peur en fin de match et qu'ils donnent, et que les Knicks ont une balle, je pense que vous l'avez vu maintenant tourner un peu partout de hold-up. Oui, bien sûr, ils s'étaient repassés devant à 30 secondes de la fin. Mais globalement, là pour avoir été devant le match, Atlanta et j'essaie d'employer le bon mot parce que c'est pas une maîtrise, mais Atlanta est devant tout le match, a jusqu'à 18 points d'avance, il me semble, à un moment. Exactement. Et surtout, moi je trouve en première mi-temps, t'as l'impression qu'ils ont un peu le numéro d'Enix quand même. Ah ouais, non, mais le premier quart-temps en fait, si j'ai envie de dire encore plus, dans le premier quart-temps, on peut le montrer juste ici, remporté 33-21 par les Hawks, mais je rentre direct dans le vif du sujet. Le premier quart-temps, il ressemble un petit peu à la fin de match du match d'avant parce qu'il y a beaucoup de Brunson qui défend encore sur McCollum au tout début du match. Et du coup McCollum commence très bien, lui fait une petite chanson. Il y a aussi beaucoup de switch. Les Knicks n'arrivent pas forcément à régler ce problème, donc il attaque aussi beaucoup sur Karl Anthony Towns. Et on va le mettre au crédit de Mike Brown sur la suite du match très rapidement après peut-être 10 minutes, un quart-temps, il change et c'est plus Brunson qui s'occupe de McCollum et du coup on le voit plus en difficulté pendant la plupart de la rencontre. Mais c'est vrai que il y a rapidement un écart. Il le fout globalement sur Daniels et puis il tente d'autres types de couverture. Ouais, donc il y a rapidement un écart qui se crée. En plus, ce qui est de pas, c'est que les Knicks commencent par un 2 sur 13 à 3 points. Donc forcément les Hawks mettent les deux mains sur le volant et continuent comme ça pendant un bon moment. Ouais, puis au relais, donc la grosse force des Hawks dans ce match, c'est quand même je trouve la variété en fait de leur jeu offensif. Ouais. D'ailleurs, ça fait quand tu vois les Knicks en face et tu vois, ça fait le contraste est assez saisissant. Kuminga arrive aussi à mettre une deuxième énergie et une autre manière d'attaquer, beaucoup d'attaques de cercle et de dynamisme et tout. Il y a une belle complémentarité, je trouve moi, parce qu'ils n'ont pas de vraie force intérieure de pivot. Tu vois, ils servent pas mais entre je dirais de l'agression de cercle ou du jeu vers l'avant et du jeu plus posé de la circulation de balle, ils arrivent bien, ils jouent vraiment très juste là-dessus Atlanta, mais je trouve aussi que c'est parce que la défense des Knicks, en tout cas, est trop attentiste. Je pense que la défense des Knicks
ferait mieux d'agresser plus tôt. Je sais pas. Tu vois, mais voilà, des Knicks trop passifs peut-être en défense. Ouais, encore cette nuit, on a vu au moins qu'il y a eu une adaptation, mais il y a eu deux trucs super intéressants dans ce que tu as dit. Je suis d'accord, la variété offensive, la différence, c'est une folie. Et en fait, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai été voir, il n'y a que 3 passes décisives d'écart dans la série. Mais l'impression visuelle était telle que j'ai creusé un peu plus loin. Et j'ai trouvé que les Knicks, depuis le début des playoffs, sont l'équipe qui a le moins de shoots wide open, donc évidemment avec beaucoup d'espace pour tirer. Ça représente que 13% de leurs tirs, là où Atlanta c'est 23%, et notre équipe, on y reviendra comme Denver, c'est 33%, donc presque le triple. Donc c'est vrai que l'attaque elle est très stéréotypée. Tu parlais de Towns qui fait plutôt un bon match ce soir, mais c'est vrai que... Moi je trouve qu'il fait un bon match, honnêtement. Ouais. C'est pas le premier que je blâmerai, de toute façon... Il y a 2-3 évidences quand tu vois la feuille de match, on pourra regarder, mais il y a, si tu peux, bien sûr. Il y a quand même un truc qui saute aux yeux. Alors quand on voit le match, quand on voit la feuille de match, c'est Michael Bridges, c'est une Tony Snell quasiment. Ouais, pas loin. Seulement 21 minutes sur le parquet, donc même Mike Brown en a eu sa claque. Et là, comme vous l'avez vu, on l'a tweeté et tout, il y a un chemin où McBride est en train de prendre l'avantage en termes de rotation. On commence même à se demander s'il n'y a pas un chemin où il n'est pas benché directement au début du match, au match 4. Franchement, on verra, mais c'est très compliqué pour Michael Bridges, qui est à la fois maladroit, discret, passif, mal utilisé. Enfin, il n'y a rien qui va. Sur la fin de match, c'est quand les Knicks font leur retour, dont on reviendra dessus également, mais c'est vraiment McBride en effet qui est sur le terrain. Josh Hart, il a mis que 2 points, mais j'ai vu des critiques, je trouve ça un peu dur. C'est vrai qu'il fait un sur 9 au tir, offensivement c'est pas beau, mais en défense justement... en tout début de match, il tient bien Jalen Johnson comme les matchs précédents, et après c'est beaucoup lui qui s'occupe de CJ McCollum, et d'ailleurs c'est pas lui qui s'occupe de CJ McCollum sur la dernière action du match, je sais pas pourquoi. Il y a des mystères comme ça dans la vie, Robin. Il garde la remise en jeu, ne me demandez pas pourquoi, mais il fait quand même un très bon match défensivement au moins, mais c'est vrai que Michael il est passé à côté, comme aussi le banc des Knicks. J'ai envie de te lancer un peu là-dessus, il y a une vraie différence. On voit les temps de jeu, le banc qui a été assez peu utilisé en fait finalement. Clarkson joue 17 minutes, ce qui est pas énorme, et derrière, Mitch Robinson, c'est 11. Et le reste, c'est des miettes, Alvarado, Shamet. C'est vrai que Mitchell Robinson, excuse-moi, mais tu parlais derrière Towns dans la raquette. Ce qui est assez impressionnant, c'est que avec la blessure de Jock Landale, on se disait ils sont personne derrière Okongwu, les Hawks. Et cette nuit, c'est vrai que c'est souvent Mogay qui est rentré pour faire ce poste 5 qui a fait du mal dans le pick and pop. Et dans la défense, c'est souvent Jonathan Kuminga qui défendait sur Karl Anthony Towns quand Onyeka Okongwu n'était pas sur le terrain. Donc on n'y aurait pas pensé comme ça. Et c'est vrai que les Knicks n'ont pas réussi à profiter de cet avantage de taille. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu l'as remarqué, mais pas le coaching ça tennis. Parce qu'ils se disent pas, tiens, il y a Kuminga sur Towns, servant Karl Anthony Towns. Je ne sais pas, peut-être que. Non, il y a des choses, je me moque un peu, mais c'est vrai que la répartition des rôles offensifs des Knicks, moi, me va pas du tout en tout cas. Tu t'adaptes pas assez à l'adversaire, tu restes trop dans tes schémas de jeu, tu rides Bronson jusqu'à la mort là tout le temps. Il y a du bon et du moins bon cette nuit. Ouais, mais je pense que tu y aurais du meilleur si tu faisais des choses plus intelligemment. Tu le dis aussi à un moment, enfin, il y a... Là, on voit sur la feuille de la répartition, et c'est pour ça que les Knicks, je pense, sont quand même un peu... On va voir, mais là, ils ont la pression de ouf. Ils ont perdu l'avantage du terrain tout de suite chez eux, et ils n'arrivent pas à le reprendre au premier match à Atlanta. C'est quasiment un must-win, le prochain match. Ah oui, définitivement. Et ça fait quand même... Alors, c'est certes, à peu de choses près, parce que c'est des défaites d'un point, il pourrait y avoir 3-0 Knicks, en fait, à peu de choses près, et on dirait, bon, il joue mal, bon, il ride sur Bronson à mort, mais par exemple, hier, imaginons qu'il perd pas la balle, il met le buzzer beater, je sais pas quoi, ce serait toute autre story. Mais en dehors des résultats, moi je trouve que le contenu, parce qu'on parle des Knicks quand même qui sont un candidat, on va dire au moins à la finale de conf, un truc comme ça. Selon Mike Brown, pas au titre. Je sais pas si t'as vu cette déclat. Non, j'ai pas vu ça. il a pas dit ça comme ça. Il a dit qu'il y a plein d'équipes qui étaient revenues de perdre de 1 et qui a dit que c'est arrivé au Thunder l'année dernière et qu'ils ont gagné le titre derrière. Et il a rajouté pas que nous. Je suis pas en train de dire qu'on va gagner le titre, comme si c'était pas l'objectif majeur de la franchise. Ça m'a fait un peu sourire, comme si lui déjà n'y croyait plus. Ouais. C'est peut-être un peu dur. Oui, ou qu'il anticipait qu'on dise, qu'on prenne son truc un peu en mode Mike Brown dit qu'on joue le titre et que les Knicks c'est le Thunder et voilà. Mais c'est vrai que je pense que la fanbase des Knicks et tout le monde, tous les observateurs de playoffs, il y a un peu inquiétude, à la fois pour se dépêtrer déjà des pipious. Bien sûr. Et puis même à long terme, là, sur ces playoffs, t'as pas l'impression de voir un futur finaliste quand tu vois les Knicks. Ça, encore après le match 2, il y a vraiment un choc dans les dernières minutes, mais la rencontre est plutôt solide et moi, j'étais pas si pessimiste. Mais c'est vrai qu'hier, c'est presque l'inverse. Oui, ils auraient pu le gagner, mais le retour, il y a des choses qui font mieux, ça défend un peu plus fort, etc. Mais en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est quand même
Atlanta qui permet un peu ce retour en faisant des pertes de balles un peu idiotes, il y a des lancers ratés, et il y a 2 shoots de Gianinobi qui c'est n'importe quoi, qui sont un peu miraculeux, qui rentrent pour vraiment remettre le match très serré, mais l'impression visuelle du match d'hier soir, c'est qu'il y a 10 points d'écart, et c'est que en plus les Hawks paraissent pas en sur-régime, je crois qu'ils shootent à 45% sur le match, 69% au lancer franc, enfin c'est pas un match extraordinaire des Hawks, et ils paraissaient vraiment au-dessus. En dehors de ça, c'est les Hawks qui ont l'air plus dans la certitude et dans la sérénité par rapport à leur manière de jeu. Alors ils ont moins de pression, ils ont rien à perdre. Mais dès le début de match, je me disais aussi les Knicks, des shoots précipités, une passe tout de suite, un shoot le premier. Le jeu, ils n'arrivent pas vraiment à poser comme ça leur jeu de manière constante au sein d'un, tu vois, un carton, ne serait-ce que ça, un carton très réussi où tu dis c'est encore trop aléatoire. Et puis surtout, moi je trouve, défensivement, on dit pas assez. Alors il y a le problème Brunson, ça on fera pas croire que c'est pas un problème. Je pense qu'à un moment c'était très clair hier. Faut arrêter de nier l'évidence. Heureusement que Dyson Daniels c'est pas du tout en forme offensivement cette saison. Ouais, mais je trouve que de manière générale, la défense des Knicks en dehors de Brunson, alors qui est le maillon faible. Mais il n'y a pas de. Ils gagnent. C'est pas que c'est une mauvaise défense, je n'irai pas jusque-là. Mais tu es en droit de t'attendre à une défense qui réalise plus de stop de play. Qui va vraiment foncièrement, un peu comme faire une vraie prise sur Atlanta. Ça, c'est mort, ça n'existe pas. Et ils n'arrivent pas à sortir comme ça du Atlanta de son jeu, de sa zone de confort, peut-être pas, parce que le match est quand même haché. Bon, il y a des. Mais ça m'inquiète beaucoup, ce manque de percussion défensive, de play, j'ai envie de dire, en foot, on parlerait de Grinta aussi. Je suis complètement d'accord avec toi. Mon seul petit espoir, c'est que Mike Brown semble du coup avoir vu après ce premier carton que la solution de défendre CJ McCollum avec Jalen Brunson n'était pas pérenne. Et c'est dommage parce qu'il avait déjà eu 2 matchs pour le voir. S'il avait besoin encore d'une mi-temps, pourquoi pas. C'est sûr. Après, il y a encore des éléments négatifs pour les Knicks. Nickel Alexander-Walker fait pas un très bon match. Autant sur les 2 premiers, il était très bien défendu. Hier, c'est souvent des Clarkson qui sont sur lui ou des mecs comme ça, donc ou Deus McBride qui est un bon défenseur, mais il peut faire beaucoup mieux. Ça sent pas super bon et c'est pour ça que je vais en venir là. Toi, rappelle-nous, si tu veux bien, ton pronostic de début de série et là où t'en es dans ta tête. Tu sais que je sais plus. Enfin, moi j'étais au Knicks, mais je sais plus le score. D'accord, ouais. Mince. Bon, c'est pas grave. Mais je pense que moi je voyais les Knicks et par contre et perdre ensuite au deuxième tour contre Boston. Je crois avoir mis 4-2 contre les Hawks. Sur la dynamique un peu récente des Hawks. C'est ce qui ressortait beaucoup, ouais. Ouais, je crois. Mais je voyais pas les Hawks mener par exemple 2-1 après 3 matchs. Et puis surtout, les Knicks là sont en train de jouer un jeu dangereux, c'est-à-dire qu'ils ont vu que la pression est sur eux, c'est à eux de s'adapter. Ils sont face à un must-win. Ils ont plus de droit à l'erreur, donc ça t'oblige, parfois ça te pousse à la faute. C'est-à-dire que là, si ça se trouve, Mike Brown, en essayant déjà de voir activer des leviers qu'il ne devrait pas avoir activés, il va peut-être encore plus enfoncer son équipe, parce que si ça se trouve, il va foutre McBride titulaire, Michael Bridges sur le banc, et en fait ça va être désastreux, parce qu'il va niquer les deux. Tu vois, moi je trouve quand même que, mais l'articulation, les rôles sont dans le bon ordre, mais le volume de chacun. Anunoby hier, il vient prendre beaucoup de shoots, il se montre, et c'est très bien. Il fait ce que par exemple Michael fait pas et tout. Mais Towns est sous-utilisé, quoi. Surtout dans cette série. Bah oui, c'est incroyable. Pardon, je me répète, mais c'est le truc. Qu'est-ce que tu vois, toi, à mon tour de te mettre un peu on the spot? Que doivent faire les Knicks? Ça, c'est une bonne question. Continuer avec cette rotation défensive plus intelligente, ça c'est sûr. Moi, c'est surtout la variété offensive. Après, il joue comme ça depuis longtemps, mais je sais pas si moi l'attaque m'ennuie pas encore plus que la défense sur cette série pour le moment. Ah ouais? C'est peut-être dur, mais je pense qu'ils peuvent faire tellement mieux. Dans le sens, oui, ok, je vois. Parce que moi, l'attaque me dérange moins parce qu'en fait, je m'attendais pas à des merveilles et je sais qu'en playoff, ils ont tendance à ride Bronson à mort et puis à. Ouais, non, bien sûr. En fait, je pense qu'ils peuvent servir plus 4, comme tu l'as dit. Ouais. Je pense qu'il faut peut-être soit mettre un système en place, mais soit le bouger personnellement Mitch Robinson, parce qu'en sortie de banc, là le banc des Knicks se fait dominer, et je pense qu'avec un Mitchell Robinson qui en playoff souvent est très bon et arrive à collecter beaucoup de rebonds offensifs contre cette raquette, je vois pas pourquoi il en serait pas capable, et je pense que ça ferait une grosse différence, parce que là pour l'instant tu perds vraiment les minutes du banc de touche. Et Michael Bridges, espérer qu'il se remette un petit peu dedans. Josh Hart, il y a des tirs qui vont re-rentrer, j'en suis sûr. En fait, c'est ça. Essayer de trouver un peu plus de variété entre les extérieurs et l'intérieur. Karl Anthony Towns en attaque. Être plus dur en sortie de banc.
peut-être moins de minutes à Clarkson. Désolé, j'en rigolais en disant que c'était trop, mais c'est pas parce que je suis français. Je me demande est-ce qu'un Mo Diawara il apporterait pas plus de dureté. Est-ce que Landry Shamet, qui a été bon en saison régulière, là il joue que 3 minutes cette nuit, est-ce qu'il pourrait pas jouer plus? Pareil, Alvarado plutôt que Clarkson. Je sais pas, des solutions comme ça, mais des mecs plus durs en sortie de banc et plus de balles à l'intérieur serait déjà un bon début selon moi. Très bien. Écoute, moi j'ai hâte de voir la suite dans les Knicks. J'ai l'impression que ça va être une série. Je sais pas si là il n'y a pas une sorte de template qui s'est mis en place, qu'on va pas avoir que des matchs à un point d'écart et qu'on va en avoir encore 4 du coup. Mais les Knicks là ils suent. Ouais. Ils suent, tu sais que. Moi, avant la série, moi j'avais donné 4-3 Hawks et la victoire au Garden. C'est pour ça que tu demandais, pour mieux dire. Non, c'est même pas ça, c'est que en fait, je pense que là les scénarios ils sont tellement fous qu'en rigolant dans la preview, j'avais dit un game set énorme de Jonathan Kuminga, etc. Oh, tu peux y aller là. Je sais pas si ce sera ça forcément, mais j'ai l'impression que ce genre de scénario, là, ouais, les Knicks, j'ai l'impression qu'ils sont pas au bout de leur dernière bêtise en fait. Mais on tape sur les Knicks, mais en fait ces playoffs nous ont. Là, je vais faire la remarque maintenant qui est à la fois aussi un peu une transition, puisqu'on va passer au deuxième match. Mais t'as vu que globalement, quasiment toutes les têtes de série, à l'est comme à l'ouest, ont perdu l'avantage du terrain dans un des 2 premiers matchs, et les matchs 3 confirment que les outsiders sont encore là. Et même quand on pensait, j'y arrive Robin, une équipe un peu au-dessus, puisqu'après les 2 premiers matchs, par exemple, tout le monde non, mais Cleveland avait l'air tranquille, serein. Là, tu vois, la main sur le volant, la moquette sur le volant, 10h10. Bon, ouais, exactement, la vitre bien baissée, du bon son dans l'autoradio, on cruise tranquille. Petite sortie de route. Et exactement, match 3, premier match au Canada, et gros match des Raptors dès le début dans l'intensité, la défense, gros coaching, enfin du coaching, c'est-à-dire que tout de suite il y a eu, alors il n'y a pas eu un changement de 5, mais sur les temps de jeu. Si, il me semble que si. Jacoby Walter, il me semble, a remplacé Jamal Ched, je me permets. Oui, c'est vrai. Donc oui, il y a eu un petit changement de 5. Parce que j'avais tellement Potel en tête, j'étais surpris qu'en fait Potel démarre encore, que je dis, vrai. Dans ma tête c'était, il n'a pas sorti Potel du 5, même s'il a fait beaucoup jouer Murray Boyles, qui est incroyable. Incroyable. Le rookie, là, il est presque à 10, je crois qu'il a 18 points de moyenne sur les 3 premiers matchs en playoff. Et puis défensivement, c'est un délire polyvalent. Une sorte de Draymond Green, de petit. C'est quelque chose. Hein. Et en fait, au début, tu peux te dire que c'est petit un peu avec Barnes et tout, mais pas. Ça va en fait, ça va. Et puis il vaut mieux un peu déficit de taille, mais gagner tellement en intelligence de jeu, énergie, tout par rapport à Puttle, hein, je parle. Ouais, c'est ça. C'est quand même le jour et la nuit. Hein. Même cette nuit, je crois que tu perds un peu la bataille au rebond, mais tu le compenses par tellement d'autres choses et il prend quand même. Les rebonds importants, ça tombe dans ses mains à lui. Tu défends plus haut tout de suite, t'enlèves des choses. Justement, on en parlait de ça, là où les Knicks ont du mal à enlever des choses. Toronto enlève des choses, enfin, en tout cas sur ce match-là, à Cleveland tout de suite. Jarrett Allen est moins à l'aise pour s'installer dans la raquette contre un Murray Boyles que contre un Puttle, c'est assez clair. Souvent, il commence bien les matchs et après, il s'éteint. Ouais. Comme quoi. Donc voilà, changement de 5, des Raptors. Alors, le match au début, il est plutôt serré. Même si Toronto fait une belle entrée et se met tout de suite dans la position de l'agresseur, je dirais. Il tape fort. On voit assez vite qu'RJ Barrett aussi est bien à l'aise avec son shoot, dès les premiers shoots, etc. Du match. On voit qu'Ingram, lui, par contre, continue d'être discret, un peu quand même très bien défendu aussi. Dean Wade lui met une camisole de force assez violente. Pas Dean Wade capable de défendre comme ça. Je sais pas. On pensait beaucoup que ce serait Tyson qui serait titulaire. C'est Dean Wade et tu comprends pourquoi quand tu regardes les matchs. Ah ouais, il le force à s'isoler. Mais du coup, Ingram, je comprends mieux ce que voulait dire Rajakovic. Tu sais, quand on les voit parler tous les deux, et Rajakovic est un peu perdu à l'utiliser en porteur d'écran, notamment au match 2, ce qui a encore plus rendu le match d'Ingram, le match 2, là je parle. Dans le match 3, l'utilisation d'Ingram, elle est un peu différente, et en fait, il est là pour. C'est un leurre, quoi. Ouais. Mais ça marchouille parce que ça a permis un peu plus de shoot ouvert, notamment à Barrett. La balle a bien. Moi, j'ai trouvé la circulation. Au niveau de la qualité du jeu offensif, c'était vraiment une bouillie de basket, les 2 premiers matchs de Toronto. C'était pas beau à voir, Et puis défensivement, on était déçus, surtout sur le premier match. Franchement, l'intensité est montée des 2 côtés. Alors, en défense, évidemment, mais ça, on y attendait. Mais même en attaque, je trouve qu'ils ont joué plus intelligemment. Shed est clairement mieux aussi en sortie de banc gestionnaire que démarré dès le début. Et Barrett fait un vrai bon match. Et puis Scottie Barnes, là, il faut le dire. Scottie Barnes, incroyable. On peut parler encore des gars, mais Scottie Barnes, qui est l'un des, je trouve là, qui se met au niveau pour les playoffs, qui fait des matchs à la fois très complets, très intéressants. Il a un rôle quand même qui est très large. On lui demande beaucoup. Moi, je trouve Scottie Barnes vraiment impressionnant. Ça, il n'a pas un vrai meneur de jeu à ses côtés, donc forcément, il a un rôle assez particulier. Et pendant la plus gros du match, c'est lui qui tient les Raptors. Parce que je dis tient quand même, parce que même au bout de 3 quarts temps, malgré tout ce qu'on a dit, les 2 équipes elles sont à égalité, ou peut-être les Raptors ont 1 point d'avance. Mais pendant 3 quarts temps, ça reste serré. C'est ce qui, selon moi, n'est pas forcément totalement rassurant
pour les Raptors, parce que je peux vous remontrer un petit peu Non, et c'est pas si inquiétant que ça pour qu'on. la ligne de stats. Franchement, devant le match, tu sais ce que je me disais? Je me disais, Toronto, ils sont bien là, et ils vont se faire niquer en fin de match. Ouais. Ça paraissait tellement évident, tu sais, le crève-cœur. Les 3 dernières minutes, là, ça va être dagger contre dagger. Et puis à ce jeu-là, Mitchell et Harden, ils vont mettre là où. Tu te voyais déjà, Ingram, il va le rater. Barrett, il est chaud, mais il faut pas exagérer. Et en fait, c'est un Factor X. Alors, Factor X de chez Factor X, qui est venu faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de money time. Bah c'est ça, ouais. Jamison Battle, enchanté, enfin on le connaissait évidemment, oui. Sauf qu'il avait quasiment pas joué de la série pour l'instant. Ouais, non, il jouait pas beaucoup. Il jouait très peu au match 1, il joue pas au match 2, je crois. Et puis belle inspiration parce que même dans ce match, il joue pas tellement, et en fait c'est dans le dernier quart-temps qu'il met ses 14 points. Il met 4 shoots à 3 points, et même le dernier c'est un turnaround jump shot qui est vraiment pas simple à mettre. C'est ça, 4 sur 4 à 3 points. Bah il est parfait. 5 sur 5 au tir. 16 minutes, 14 points, 5-5, 4-4. Il avait pas pris un tir avant, mais énorme. RJ Barrett aussi énorme dans le dernier quart-temps, et Toronto qui s'envole et qui met du coup 20 points d'écart en 12 minutes. Ouais. Ça a été quand même dans le sens d'une certaine manière de ce qu'on voyait depuis le début du match, avec, je vous le montrais sur la feuille de stats, des Mobley à 4 sur 13 au tir, Harden 5 sur 13, Mitchell 7 sur 16. C'est pour ça qu'on dit que c'est peut-être pas forcément super inquiétant pour Cleveland, c'est que là tout le monde est à côté, alors que de l'autre côté tu as un 12 sur 19, 11 sur 17, 5 sur 5 donc Jamison Battle, 11 sur 15 Colin Murray-Boyles. Donc tu as l'impression que tout a été dans le sens de Toronto, et pourtant ils ont besoin d'un 4ème quart-temps de folie, et qui est une très belle inspiration pour la suite, mais pour s'imposer quand même. Oui, on est tous d'accord là-dessus. Le match, Cleveland en fait fait un match assez pas médiocre non plus, mais fait pas un bon match, et quand même dans le truc. Pas loin de médiocre. Ouais, c'était pour pas trop dur. Mais c'est surtout, c'est des petits détails, mais c'est vrai que l'impression devant le match, c'est t'as un peu de maladresse, juste ce qu'il faut pour effectivement laisser ton temps. Et je te le redis, moi tu te dis, Harden va arrêter d'être un peu. Harden, je trouvais, était un peu. Il fait 3 sur 10 à 3 points, je crois, et Mitchell 1 sur 7, c'est ça. Et tu te dis, mais ils vont arrêter, ça va rentrer au moment où il faut, et Toronto va se faire avoir. Et non, et Toronto a eu le mérite, je trouve, de. Ils ont pas eu peur de gagner. C'est bizarre à dire, ils ont pas eu peur de gagner ce match. Non, c'est sûr. Tu sais que t'as parfois en sport, c'est difficile à expliquer, mais cette peur de gagner, parce que là tu te dis en fait, faut qu'on le gagne absolument, parce que sinon il y avait 3-0 Cleveland, et il y avait déjà des valises, tu vois. Décisif, clairement. Et en fin de match, alors Jamison Battle, il a pas réfléchi, il a pris, et c'est des bons shoots qu'il prend. À chaque fois, c'est bien. Mais ils ont pas eu peur de gagner. J'ai trouvé qu'ils ont fait preuve, et là où ils auraient pu paniquer ou forcer pour Ingram, parce qu'Ingram vraiment dans le il touche quasiment pas la balle en fait. De toute façon on a vu 5 sur 9 au shoot sur tout le match. Il y a des moments où il est même un peu de nouveau sur le banc, et il fait des. Je trouve que les 5 qui ont été choisis, parce que Toronto avait un problème, il a bien rectifié le tir là, Darko. Il n'utilise plus Puttle en fait quasiment. Non. Il a décidé que voilà. Combien 18 minutes ce soir. Il y a un peu plus que le match d'avant. Il le fait commencer, puis après en fait c'est Murray-Boyles clairement les temps de jeu. Il a tranché entre guillemets en défaveur de Mamou, qui est normalement plutôt dans l'orientation pour faire, enfin en tout cas là sur le dernier carton, pour faire entrer Battle, qui est encore plus shooter, qui est quand même vraiment un peu meilleur shooter. Mamou peut en mettre. Et en fait en défense il arrive à avoir cette polyvalence autour en gros de Barnes et Murray-Boyles, mais et ce côté un peu switch all où on peut alterner et les couvertures, et c'est des joueurs, il y a peu de joueurs capables de défendre aussi bien intérieur comme extérieur qu'eux en fait. Ils ont une paire là, absolument une paire d'as en défense, et les autres se mettent au diapason. Moi j'ai trouvé Barrett, qui est pas un bon défenseur fondamentalement, là appliqué, correct et tout. J'ai bien aimé le match de Barrett. Tu sais que, alors ça risque d'être le seul match à 30 points, ce qui met quand même 30 pions. Ouais, 33 même. C'est ça, 33 points. Ouais. Il fait une très belle fin de match 8, aussi pour vraiment tuer les espoirs. Bon. Non, clairement, il y a tout qui rentre. Mais oui, de ce que tu disais défensivement, et puis dans l'expérience qu'ils sont en train de prendre, je sais pas, pardon, j'ai déconnecté, c'était Jamal Shead, mais qui fait 5 interceptions en sortie de banc quand même. Et c'est son profil, et puis c'est tout de suite. Ça, moi je le préfère en sortie de banc du coup. Et quand tu as un match de playoff où tu peux donner 30 minutes à Jamal Shead, tu peux en donner Jamison Battle qui prend de l'expérience dans les moments chauds, Scottie Barnes qui continue à être un leader, et surtout Colin Murray-Boyles, 28 minutes, 22 points, 8 rebonds. C'est cœur. Ouais, c'est génial pour tes jeunes en fait, même de prendre des matchs dans cette série et de rallonger un peu l'expérience. Et tu t'offres même un match 4 qu'on va voir. Rappelle-moi, c'est quand le match au Grand Rex. C'est ça, parce qu'on sera là au Grand Rex aussi. Tous ensemble. N'hésitez pas à venir nous parler. Tous ensemble. Et qui peut promettre, parce que ils ont. Écoute, ils ont quand même un tout petit peu de marge. On l'a dit, Jacoby Walter fait un match correct dans le jeu, mais très maladroit. Ouais. Ingram fait pas un bon match. On peut espérer que Scottie Barnes, là, ça a l'air d'être son niveau à chaque match. Oui. Aussi. C'est Barrett, mais par exemple, si Barrett ne remettra sans doute pas au match 4. 6 sur 8 à 3 points. Voilà, mais peut-être qu'Ingram en mettra un peu plus.
peut-être que Battle va plus jouer tout de suite et apporter quelque chose. Il a quand même des joueurs. Il avait pas le bon 5 ou il avait un 5. On le rappelle, Quickley pourrait revenir. J'ai pas checké pour être très honnête. Je vais te dire, il me semble avoir vu passer que Quickley Game 4. Out for Game 4. Donc ce sera pas dès le Game 4. Là, ouais, j'avais vu passer, alors c'était ça. Donc il sera encore absent et il pourrait... Ouais. Faudrait faire sans lui. Compliqué. Ouais, mais tu sais que limite, ça t'oblige à pas réfléchir à tes rotations, à rebousculer le truc. Moi, je me dis que Toronto... Je serais surpris que Toronto offre pas un bon match 4 de nouveau parce qu'ils se sont donné une vraie chance d'égaliser dans la série, ce qui paraissait quand même impensable. Ouais, et puis Air Français, ça a tout du petit piège. Et voilà, pour conclure, je vais poser la même question que je te posais dans la série d'avant. Qu'est-ce que tu vois sur la suite ? Est-ce que ça te donne tant d'espoir ou est-ce que tu penses que, on l'a vu au niveau de l'adresse, c'était un match où les shoots sont rentrés d'un côté, pas l'autre, mais... Peu de chances que Toronto gagne le prochain aussi de 20 points d'avance. Cleveland prend vraiment... Là, en plus, ils ont tout. C'est-à-dire qu'au timing, ils peuvent... Ça va être frustrant pour Cleveland parce que tu es dedans tout le temps. D'un coup, il y a un coup d'accélérateur puis tu peux rien faire, en fait. C'est vraiment les 3-4 dernières minutes, là, tu peux rien faire. Cleveland a plutôt intérêt à peut-être pas autant compter sur un retour d'adresse. Parce que si jamais, même si à la qualité, on le sait, l'adresse, ça peut jouer des tours. Hein, parle-en avec des mecs qui jouent en vert. Si Cleveland arrive en se disant trop, ok, circulation de balles, les 3 points et tout, et que ça rentre un peu moyennement, attention à pas se... Tu peux te faire peur. Voilà, tu peux te faire peur. Et puis alors après, si t'es mené 2-2, la pression au match 5, elle va être costaud. Ouais, à domicile, il faudra assurer. Match piège là à venir pour Cleveland. Et c'est intéressant parce que Cleveland a des vraies ambitions, a un vrai fond de jeu, a un vrai effectif pour. Moi, je m'attends quand même à un gros match des Cavs là. Ok. 3-1, ça retourne à domicile et ça finit à la maison. Ou on se projette pas aussi loin déjà? Dans l'absolu, moi j'aimerais bien qu'il y ait 2-2. Ce serait plus marrant. Mais les Cavs, ils vont normalement là, ils vont montrer que c'était un accident justement, que RJ Barrett il va se calmer, et je les attends à avoir un peu un statement game avant de finir ça tranquille. Voilà. Mais tu sais que Toronto est surprenant avec l'intensité défensive. On peut imaginer. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Moi, ce match a changé beaucoup de choses dans la perception de la série d'un coup, je trouve. Ok. Peut-être que moi j'attends vraiment de voir le match 4. Ça a redonné de l'excitation à la série. C'est là où je te rejoins. Après, c'est vrai que moi, le fait que ça a été aussi serré pendant 3 quarts temps, alors que j'avais quand même l'impression que tout rentrait d'un côté et aucun de l'autre, m'a pas tellement fait bouger sur mon pronostic final. Mais j'espère me tromper, tout comme toi. Et je suis très content de le voir au Grand Rex, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 24 heures. Donc, c'est une bonne merci chose. les gars, vous nous rendez le Grand Rex encore plus sympathique. Après, moi je trouve aussi, pour venir sur Cleveland, il y a l'adresse qui leur joue des tours, mais justement on en parlait, peut-être que Mobley est quand même un poil sous-utilisé encore offensivement. Moi, je trouve il n'y a que 13 shoots entre guillemets, il en met 4, 0 sur 4 à 3 points. Ouais. C'est un peu discret. On a vu quand même là, je trouve un peu trop. Cleveland l'a joué un peu facile, je dirais. Ouais, il y a cette paire avec Jarrett Allen qui fait toujours un petit peu des débats. Et là, Jarrett Allen, on connaît son expérience des playoffs. Il fait pas des mauvais matchs. Je dis pas qu'il est pas bon, mais c'est pas forcément bon pour son CV de se faire souvent dominer par un rookie comme c'est le cas sur les derniers matchs. Donc, il va y avoir besoin d'une réaction en tout cas de la raquette de Cleveland en général. Est-ce que les Raptors vont obliger les Cavs à changer de 5 ? Faire un peu ce qu'eux doivent faire avec Potel, ou en tout cas à réduire et pour avoir vraiment Mobley plus intérieur. Et quand tu les vois jouer, tu sais que tu te dis Mobley avec Wade, Strus, enfin des shooters, c'est intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont l'alternance Cleveland. Mais justement, moi je pense que je sais pas dans quelle mesure c'est pas emmerdant pour Mobley quoi, quand même, toutes ces histoires d'avoir un rôle un peu trop complexe à voir. On verra si ça bouge. Je pense surtout c'est le temps de jeu qui peuvent évoluer plus que le 5 majeur. Mais ils utilisent très peu leur banc hier. Ouais. Enfin, pas très peu. Il y a Tyson qui fait un bon match, comme toute la saison. Il donne, il y a Tyson qui met 13 points. Merrill rentre, mais on le voit pas beaucoup. Strus joue quand même 26 minutes, c'est quasiment c'est le temps de jeu de Jarrett Allen, donc il a un temps de jeu de titulaire, et il joue même plus que Wade. J'étais pas sûr de ça, donc ouais. Ils utilisent beaucoup Strus, mais pas trop le reste du banc. Ok. En parlant de banc de touche, est-ce que ça te va si on va sur un 3e match où il y a quelques joueurs du banc de touche qui ont été très performant. Toi, tu veux parler d'Ayo Dawson-Mood d'entrée. On va commencer. Non, pas d'entrée, on y arrivera. Mais en effet, magnifique victoire des Wolves. Et magnifique, le mot est faible. La première mi-temps qu'il lâche Simon. Des adultes avec des enfants, quoi. Ouais. Vu au réveil, moi, personnellement. Et très, très impressionnant. Très impressionnant.
Ah ouais, non, c'est une claque Je sais d'entrée. même pas par quoi commencer et je me demande même si. Est-ce que Je me suis même demandé à quel point Denver déjoue, n'est pas dans le match, où il n'y a rien à faire, où les Wolves sont imprenables. J'avais presque envie de me projeter en me disant j'aimerais bien voir ces Wolves contre quelqu'un d'autre là pour savoir parce qu'ils sont là sur le match là en tout cas tu te dis mais parce qu'Edwards globalement on va commencer par là. Edwards c'est même pas le moteur principal. Ah non, il y a un petit bon passage dans le deuxième quart-temps, mais il fait même pas un bon match. Moi, je me permets, il joue 25 minutes, il se fait sortir, il me semble, pour Je sais pas si un vrai. Si, c'est peut-être Rudy, le vrai meilleur joueur des Wolves sur le match. Ah oui, sur la série. Rudy, sur la série. C'est là où j'allais te lancer. Je vais dire, par où commencer. Tu vois, la camisole de force dont je parlais de Dean Wade, il va la donner à Rudy Gobert qui va la placer sur Nikola le meilleur joueur de la Jokic. série. Rudy est le meilleur pivot de la série. Rudy est un des meilleurs joueurs des playoffs pour l'instant. Je peux me projeter plus loin. Je me permets, c'est exceptionnel le match qui sort hier, le match 2 aussi. C'est vrai que son match, le match hier, 1 aussi. Rarement vu quelqu'un comme ça faire chier Jokic, tout simplement, faire déjouer même peut-être. On peut montrer la ligne de stats de Jokic, 27 points, 15 rebonds, c'est beau sur le papier, mais 7 sur 26 au shoot, 2 sur 10 à 3 points. Il y a des mauvais choix. Ouais, puis des bugs, il l'a fait bugger, des trucs cons quoi, parce que il sait plus comment faire Jokic. On en parlait sur la fin de match que des fois il y a un flotteur important qui prend pas Jokic à la fin du match 2. Match 3, ça arrive plusieurs fois, il y a des fois il y a des oublis clairs sur ses coéquipiers à côté de lui. Au fur et à mesure du match, ça se met vraiment en place de sorte que tu sens. Moi, assez tôt, alors c'est plus facile, ça c'est le problème de pas voir les matchs en live et je savais déjà le résultat quand j'ai vu. Ça joue un peu sur l'analyse. Mais en fait, je trouve qu'assez tôt, tu te dis, ils vont gagner, quoi. Sauf si là, il y a les extraterrestres débarquent ou je sais pas quoi, mais là, le match est gagné, quoi. Mais ça, dans le premier quart-temps, de toute façon, il me semble qu'ils mettent, je l'ai noté, ils mettent 6 points sur les 10 premières minutes de jeu, les Denver. Ils gagnent le premier quart-temps 25 à 11. Ouais, 6 points. 11 points Denver le premier quart-temps. 6 points en 10 minutes. Et on parle beaucoup de la défense de Rudy sur Jokic évidemment, mais dans le premier quart-temps, il y a des contres aussi sur Christian Brown, sur Bruce Brown, donc même les switches sont incroyables. On voit directement aussi un très gros Jaden McDaniels qui fait un match sur Jamal Murray. Il étouffe aussi, Jamal Murray. McDaniels, tu sais que là. Jamal Murray finit à 5 sur 17 au tir. Il doit être fier de lui parce qu'entre la take de. La take de. En fait, ils sont nuls en défense. Le match 3 qu'il fait derrière et tout. Patron. Ouais, patron. Non, incroyable. Et puis. On a parlé du début de match, mais je crois qu'il finit à 20 points et 10 rebonds, quelque chose comme ça. Daniels, il finit à 20 points, 10 rebonds, tout à fait. Une interception, 3 passes décisives, 9 sur 13 au tir. Très efficace, très utile. Tu parlais du gros sourire qu'il doit avoir. Je sais pas si tu avais vu la réaction de David Adelman à la première déclaration de Jaden McDaniels. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu, Jaden McDaniels a dit que tous les défenseurs de Denver étaient nuls globalement. C'est pas des bons défenseurs. Et David Adelman a réagi en disant qu'il avait hâte de voir son podcast et avait répondu en disant on est la 6e meilleure défense des playoffs, donc sur 16 c'est pas tant un flex que ça, mais ok David, et surtout on sait, on en parlait peut-être qu'on les a eu trop beaux, 21e défense sur la saison, ça s'est quand même pas mal vu, et dès le premier quart-temps il y avait un écart de niveau des deux côtés et même un écart dans le style de jeu. T'as l'impression que des fois Denver était perdu quand Minnesota arrivait à parfois bien poser le ballon, parfois arriver avec une transition assez folle. Il me semble que c'est la série de playoffs pour l'instant où la pace est la plus rapide, alors que Denver d'habitude joue avec la 20e pace seulement la plus rapide de la ligue sur la saison régulière. Donc Minnesota a compris comment agresser Denver et comment les faire déjouer, quoi. Et c'est finalement pas si compliqué. C'est beaucoup le jeu des possessions, donc c'est beaucoup gagner les batailles des rebonds, provoquer des pertes de balles de Denver, pousser tout de suite dès que tu récupères au contre ou des choses comme ça, pousser tout de suite derrière pour avoir de la transition. Mais je trouve même à chaque fois qu'il y a une part de balle, il y a 2 points de l'autre côté. C'est systématique. Déjà. Et même sur entre guillemets du jeu qui pourrait être du jeu de demi-terrain opposé, la défense de Denver, moi j'ai l'impression de voir les Kings en fait. Toute proportion gardée. Non mais le problème, en fait la défense est tellement est pas assez forte et agressive pour l'adversaire que même sur du demi-terrain, t'arrives à redonner du rythme parce que le premier rideau est trop facilement se fait briser trop facilement. Et après derrière la défense a toujours cette rotation de retard, la première. Et en plus en général, t'en vois peut-être une deuxième et c'est tout. Il n'y a pas assez de bons défenseurs sur le terrain. Gordon, on aurait dû dire Gordon ne joue pas ce match-là. Peyton Watson est toujours absent. Cameron Johnson, moi je suis ça commence. Il y a un bon match tous les 15 matchs en fait à Denver là, et défensivement on le voit pas. Même Christian Brown, sa saison elle est très très compliquée quand même dans l'ensemble. Je vais pas trop dire ce que je pense de Jalen Strather, mais je pense pas que ce soit le match d'hier qui me fasse changer d'avis. Hein. Non, en fait c'est intéressant ce que tu dis déjà au niveau des absences, mais juste que tu avais dit juste avant du fait que même sur demi-terrain ils arrivent à les prendre de vitesse. Il y a une différence athlétique qui est claire, qui est monstrueuse, et dans mais du coup et dans les premiers appuis alors tu la vois, mais le problème c'est que tu peux pas t'empêcher de l'interpréter comme une différence d'envie.
Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, elle est athlétique, mais tu vois aussi, il n'y a pas que ça. Et tu te dis, ils se font agresser Denver et ils subissent. Moi, je pensais, à un moment aussi, en plus, McDaniels avec la déclat, alors je suis peut-être un peu nostalgique des Bad Boys, faut pas exagérer et tout. Pensais qu'il allait se faire découper. Bah, un moment hier, franchement, je me suis dit, Denver, vas-y, au moins toughness, quoi. Et il n'y a pas ça. Ah non, c'est lui qui place des énormes dunks qui réveille la foule et qui harangue son équipe tout du long, quoi. Et ça, et en fait, il y a cette impression aussi, alors qu'on a tous vanté le jeu collectif de Denver, le beau jeu, puis même de manière générale les recrues et tout. Là, moi, j'avais l'impression de voir Jokic, Murray qui est super bien défendu mais qui s'en sort pas, et un peu des no-name, je dirais pas ça, mais des utilitaires autour. Hein. Puis, on l'a dit, il y a quand même. Du coup, c'est quand même l'équipe qui a le plus de shoots wide open, donc il y a toujours quand même cette capacité à se créer des bons shoots. Enfin, pas hier. Non, là, l'adresse est bof et surtout, c'est vrai, c'est ce que ça transcrit, c'est que dans chaque situation de combat, le combat est perdu. Et Jaden McDaniels, c'est un énorme symbole de ça sur le match d'hier. On est bien, je suis obligé, on parle de rapidité de Kasashi Ayo Sunmu, 25 points, meilleur scoreur. Pas du match parce que Jokic en met 27, mais pas de la même manière. Non, mais meilleur score des Wolves. Meilleur score des Wolves, pardon, et assez largement, je pense, puisque ensuite c'est McDaniels à 20. Oui, on l'a dit. Puis c'est 10 sur 15 au tir, mais c'est en fait, alors qu'il tourne à 40% à 3 points, hier c'est un 0 sur 3, c'est 10 sur 12, c'est que justement ce que tu as dit de la prise de vitesse. Il va chercher ses lay-ups, il fait sauter un mec, il se rend au panier. C'est trop facile, hein. J'adore Adebayo, mais c'est trop facile pour lui. Il les défonce. On dirait McCollum contre les Knicks. Pardon. Exactement, et en fait, on en parlait on n'en parlait pas nous, mais Bastien et Alex, je pense, avaient mentionné dans leur preview l'importance des bancs. Heureusement que Tim Hardaway fait quand même une bonne série, c'est franchement un des meilleurs Nuggets. Ah non, mais le 5 des Nuggets c'est déjà insuffisant, alors que veux-tu, le banc en plus va pas te sauver le truc. Le banc mais se fait défoncer. En même temps, quand ton banc c'est. Là, je prends, mais bon, Tim Hardaway, ok. Ils sont obligés, entre guillemets, mais Nagy joue déjà 16 minutes. Bruce Brown. Et c'est pas le pire hier, c'est un Nagy. Strausser. Bon, Darren Holmes, 4 minutes. Face à Reed de Sunmu et Bones Island, c'est sûr que ça fait un peu faiblard. Tu sais qu'en plus, t'as un Edwards qui est. Il est quand même blessé, on le voit, enfin diminué. Il est pas blessé, il était blessé, il est diminué. Il n'est pas forcément. Alors moi, je trouve qu'il joue bien son rôle. C'est-à-dire que tu as l'impression que les moments où, comment dire. Après, c'est normal aussi, puisque comme tu le vois peu, du coup, quand tu le vois, tu te dis ah tiens, c'est bien joué, c'est le bon moment. Mais il a cette capacité à quand même à faire des. Il est bon défensivement, à fluidifier, voilà, mettre des coups d'accélérateur. À jouer un peu pour les autres, à profiter de sa gravité pour aller aider les autres, etc. Et il y a une dimension force collective qui se dégage des Wolves entre la défense, ce que tu peux sortir du banc, parce que pardon, mais Nasri, donc Ayo, Bones Island, et Bones Island globalement. Kyle Anderson joue peu, mais s'il faut, on pense qu'il pourrait avoir des minutes dans la série. Et je trouve que les lieutenants, je vais parler surtout de ces deux joueurs-là. Moi, Randle, t'as vu, c'est marrant, on n'a toujours pas parlé de Randle. Il est pas, c'est assez neutre Randle. C'est ça. Dans le match d'hier, on le voit et tout, mais il représente quand même toujours une sorte de versatilité. Il s'applique en défense. En fait, malgré Randle, qui n'est pas un vrai bon défenseur, la défense des Wolves ne pâtit pas de la présence de Randle. Et moi, je trouve surtout qu'il y a deux. Tu trouves ? Non, c'est. En fait, j'allais enchaîner sur autre chose juste derrière, mais justement, je trouve que ça montre encore plus. Excuse-moi si je t'ai coupé dans l'argument, mais l'importance de Rudy Gobert, parce qu'on savait que cette équipe était faite. Pour contrer Denver, Minnesota avec Tim Connelly, on connaît l'historique, mais quand ils les battent il y a 2 ans, t'as Towns qui est en couverture presque tout terrain sur Jokic, et t'as Gobert qui s'occupe du reste. Et qui vient aider plus dans un rôle d'aide. Là, Randle, je dis pas, pardon, du coup mes yeux étaient pas pour ça, la défense pâtit pas de. Enfin, Randle ne fait pas perdre en qualité à la défense, mais c'est tellement Rudy Gobert en 1 contre 1 et qui colle ses minutes avec celle de Nikola Jokic et qui s'en occupe tout le temps. Que en fait ça montre encore plus à quel point par rapport à il y a 2 ans c'était déjà une série réussie de Rudy Gobert, la série qu'il est en train de faire là défensivement c'est exceptionnel. Et puis ça montre le problème de la passivité des joueurs de Denver. Randle pourrait être exploité, mais c'est sûr que quand tu défends sur alors hier ça s'alterne entre un peu de Cam Johnson, il défend Spencer Jones, il défend. Bah si les mecs font rien, t'exposes pas un mauvais défenseur, hein, c'est aussi simple que ça. Je suis un peu schématise un peu dans le truc. On retourne notre veste, mais parce qu'au moment du trade, on pensait que c'était excellent tous, mais Michael Porter Jr., il était capable de temps en temps offensivement de prendre le jeu à son compte, et il aurait pu faire peut-être un peu plus mal à ce Julius Randle. Mais c'est vrai que là, dans cette situation, les Nuggets ont l'air mal embarqués, et c'est à moi de te poser la question que tu me posais sur les Knicks. Toi, tu ferais quoi là si t'étais coach de Denver ? Franchement, je suis dans la merde.
Je le dis honnêtement, avec le prochain, je trouve que je suis parce que j'ai pas d'autre choix que de regarder Jokic et Murray et de dire les gars, on va pas se mentir. C'est vous et moi. C'est vous les autres. Donc en fait, demain, après-demain, là, c'est 70 points à vous deux. Et le problème, c'est que dans un coin de ma tête, je me dis aussi si je suis déjà obligé de faire ça maintenant pour m'en sortir, et je crois que je suis obligé de faire ça maintenant. On verra, la route est longue, mais alors qu'est-ce qu'elle va être dure la route si ça continue pour Denver là. Ils sont déjà dos au mur dans un must-win game. 2-1 en se faisant comme les Knicks. Mais alors eux derrière, ce qui les attend théoriquement, c'est de devoir sortir les Spurs et Oklahoma, on va dire ça, mais sans l'avantage du terrain. T'as presque envie de te dire là, honnêtement, mais moi je mets même pas un centime d'euro sur cette. Là, t'as l'impression que la voie, c'est les 12 travaux d'Hercule à côté, c'est tranquille, c'est une zone de confort quoi. Elle est compliquée. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a 48 heures, je pense que l'intégralité de la planète basket, avec tout le respect pour les Wolves, et en plus, moi vous savez, avec Ayo, etc., j'adore cette équipe, mais voulait un Nuggets Spurs au deuxième tour. Moi, le Wolves Spurs, je le trouve cool aussi, et j'ai envie de voir comment un Gobert, après avoir défendu un Jokic, peut défendre un Wemby. Est-ce que c'est lui qui s'en occupe? Il y a trop de questions, on n'en est pas là. Non, on n'est pas là pour analyser ça, mais c'est sûr que là, Minnesota semble avoir pris le dessus. Ouais, non, après ce que tu dis a raison, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a tourné aussi ce matin. Ça tourne vite. C'est-à-dire qu'après chaque match, tu jettes un peu le bébé avec l'eau du bain et tu dis d'un coup, si ça se trouve, Denver il gagne le prochain comme ça. Ouais. Je pense pas, mais bon, et on va se redire, en fait, accident de parcours. Là, Cleveland-Toronto, il y a un peu de suspense, mais on l'a dit, Cleveland, tu vois, Cleveland va peut-être remettre un +20 dans la gueule de Toronto et voilà. Mais c'est pas les mêmes matchs quand même. Non, et là, ce qui est inquiétant, je trouve, enfin, Minnesota, il y a une forme d'équipe qui s'est mise en place. Moi, ce qui m'impressionne, c'est de faire ça. C'est surtout ça. Si on t'avait dit Minnesota gagne 2-1, enfin mène 2-1 la série après le troisième match, et pourquoi pas, c'est du probable, c'est pas improbable. Oui. Par contre, je pense que tout le monde aurait dit bah ouais, mais en même temps Anthony Edwards c'est Michael Jordan depuis 3 matchs. Tu vois ce que si on te dit avec Anthony Edwards diminué, avec Rudy Gobert qui est en fait le meilleur défenseur de l'histoire sur Jokic, avec Ayo Dosunmu meilleur scoreur, tu te dis mais qu'est-ce qui tu vois ce que je veux dire, le scénario et la réalité est improbable. Puis je pense pas qu'on verra une telle claque athlétique et physique. Moi c'est ça qui m'a le plus impacté hier soir, c'est que t'as l'impression que là va falloir prendre 15 kilos de muscle par joueur, pour évidemment pouvoir renverser le truc quoi. Moi je trouve que c'est les deux, c'est la dimension physique athlétique, mais c'est surtout le côté patron des lieutenants des Wolves. C'est-à-dire que j'enlève Edwards, moi le trio Gobert, DiVincenzo, McDaniels, et on peut presque ajouter Ayo. On va voir s'il refait d'autres matchs, mais je trouve qu'il est pas loin. Mais reprenons le DiVincenzo, McDaniels, Gobert. Tu sais qu'en fait, c'est des patrons, quoi. C'est solide tout de suite, c'est base de jeu, effort, plan de jeu, intelligence collective, hargne et tout. Et ça baisse pas les yeux. Et c'est en train de manger Denver dans la tête, là. En fait, c'est ce que tu dis. C'est que moi, j'ai dit, selon moi, Rudy Gobert est le meilleur joueur de la série. Le deuxième meilleur joueur de la série, tu peux te poser la question, c'est McDaniels. Est-ce que je pousse un peu parce que Jamal Murray fait 2 très bons matchs? Hier, il fait pas un bon match. Hier, c'est très mauvais. Jokic, le premier, il est pas mal, mais je sais pas, moi, Jokic, je trouve qu'il sort de 2 matchs quand même bien ratés. Enfin, c'est ça, en fait, c'est cette phrase, c'est dans la même lignée. Est-ce que McDaniels est le deuxième meilleur joueur de cette série, sachant que le premier n'est ni Anthony Edwards, ni Nikola Jokic, ni Jamal Murray, c'est assez fou, à la fin en fait. De la série. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas Cam Johnson. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas Julian Strawder. Voilà, mais que c'est pas non plus Christian Brown, tu vois, et que t'as l'impression que peut-être un match, Christian Brown va mettre des 3 ou des trucs comme ça. Mais Edwards est très bien entouré, là où Jokic est déjà tout rouge et semble un peu esselé. Et beaucoup de choses reposent sur Jamal Murray, j'ai l'impression. Ils peuvent pas se permettre de mauvais matchs de Jamal Murray, en fait. Le match d'hier a l'air de se donner cet enseignement sur la série. Si Jamal Murray n'est pas bon et que Jokic est diminué, il y a zéro espoir. Ouais. Et McDaniels et Ayo en défense sur lui, ils vont pas se relâcher, donc c'est à lui de trouver les solutions. Il en est capable, on l'a vu en playoff. Déjà dans les 2 premiers matchs, il était très bon. Mais ça va être. Enfin, le match 4, il est immanquable. La soirée de samedi, elle est incroyable sur le papier. Le match 4, il est à 2h30. Samedi à dimanche. Franchement, il y a un petit marathon qui se fait de NBA là, samedi soir. Je sais pas si on peut dire les 4 matchs à la suite. On n'a qu'une vie, si. Magic Pistons, match 3 à 19h pour lancer l'affaire. Suns Thunder dans la foulée. Et alors, le Hawks Knicks à minuit et le Timberwolves Nuggets à 2h30. C'est pas trop tard, c'est un samedi. Je pense qu'il y aura une belle partie de la communauté NBA devant. Donc là, gros week-end, mais ça n'empêche pas que tout le long des playoffs, comme vous l'avez compris, on est là. On sera là, ces playoffs. Moi, je suis déjà complètement. C'est super. C'est super. Il y a 2-1 dans chaque série ou un partout. Il n'y a pas de. Enfin, non, pas les Lakers encore, Rockets. On va voir l'issue de ces séries et on va se retrouver pour continuer à débriefer tout ça. Puis Alex, Bastien aussi, évidemment. Mais pas impossible qu'il y ait des belles surprises au moment des previews du deuxième tour, en fait. C'est ça. Non, on a hâte de voir la suite. Hâte de voir la suite de cette série. Dernière question avant de vraiment dire au revoir. Du coup, les Wolves ou les Nuggets à la fin? Je suis obligé de te le demander.
Bon, là, je vais aller dans le sens du vent. On changera Allez. d'avis, mais ouais, là, Minnesota va faire l'upset. Ils vont y arriver. Je suis assez d'accord. Hey yo Première peut-être surprise, on le disait dans les prévues de demi-finale de conférence. Même si tout le monde voyait cette série aller en 7 en fait. Donc, C'est ça. La surprise sera peut-être ça. Si ça se trouve, ça va pas du tout en 7. Je vais pas parier contre Parce que pour ça. Denver regagne un match dans la série, Robin. Je pousse le truc. Oui, Denver regagne un match dans la série. Ouais, quand même. Je pense que moi-même depuis le début, les Wolves, j'étais pas loin de les mettre. J'ai mis 4-3 Denver, mais on avait parlé dans un Week Pass il y a 2-3 semaines. Moi, je m'en veux à chaque fois. Au bout de 3 matchs, je me dis, mais pourquoi tu vas pas au bout des trucs? C'est vrai, en plus, on l'avait l'avait pas sorti. trop. Bon, on verra. On avait toute l'argumentation. Mais bon, j'avais 4-3 Denver. Je pense aussi que Minnesota le prend, mais je pense pas que ça fasse moins de 6 matchs quand même. J'espère pas, déjà. On en reparle dimanche soir. C'est ça. Et du coup, oui, on va vous retrouver peut-être dans le week-end pour d'autres vidéos. En tout cas, on vous recroisera. Et au Grand Rex, voilà, ceux qui ont pris des places n'hésitez pas. entre Bordeaux et Paris. Ce sera un grand plaisir. Et on espère que vous allez tous passer un super week-end, que ce soit grâce à la NBA ou d'autres choses, évidemment. On fait des gros bisous. Gros bisous. Bye bye tout le monde. Allez, à très vite.